Chaque semaine, nous recevons un ou une artiste-auteur pour aborder son parcours et sa production graphique depuis son passage sur les bancs du Cézanne. Cette semaine, nous reviendrons sur le parcours de Petit Pouzet et Victor Elson. La naissance de cette collaboration est le fruit d'échanges au sein de notre établissement. Petit Pouzet a suivi notre cursus en 3 ans qui allie apprentissage du dessin et de l'écriture à travers le prisme de la bande dessinée et de l'illustration. Victoire, quant à elle, a choisi de s'orienter vers nos formations professionnelles. Scénario plus précisément, pour améliorer une pratique de l'écriture déjà bien assise en s'initiant aux subtilités de la bande dessinée. Arrivée avec un projet en tête, Braza-sur-Seine, c'est tout naturellement qu'elle s'est orientée vers un autre de nos étudiants pour se lancer dans la co-création de l'album paru en 2023. Toi, vous êtes venu au Cézanne avec déjà une expérience d'écriture. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre une formation spécialisée en scénario de BD? Bon, moi, dans la vie, je suis journaliste, aussi en télé, mais essentiellement en presse écrite. C'est quand même assez différent parce qu'en fait, je recueillais les propos d'autres personnes. Là, j'ai envie d'être dans quelque chose de plus personnel. Ce que j'ai découvert en venant au Cézanne, c'est qu'en fait, la bande dessinée, c'est vraiment de la scénarisation. Ça se rapproche presque plus du cinéma. Et moi, je suis vraiment pas cinéphile. J'avais tout à apprendre concernant le découpage, les points de vue. On m'a offert un séjour à Angoulême. Et j'ai découvert que c'était un vrai métier et qu'en fait, j'avais besoin d'apprendre les bases. Et donc voilà, le fait d'écrire au départ, finalement, c'était pas suffisant pour pouvoir me lancer dans la BD. À la base, t'as toujours aimé écrire, ou bien t'avais cette idée de projet en tête et après il est allé vers la bande dessinée? Moi, j'ai toujours aimé écrire et j'ai toujours aimé la BD. La BD, ça fait partie de ma vie depuis que je sais lire en fait. Et j'avais jamais pensé à allier les deux. Ce projet de Braza-sur-Seine, il n'existait pas. Moi, j'avais juste envie d'apprendre à faire de la BD. Et pendant les exercices, les cours avec Anne Guéraud, on devait trouver des sujets. Et moi, j'étais sur plusieurs sujets. Et celui qui est revenu et que sur lequel elle m'a poussé, c'est Braza-sur-Seine. Petit Pouzet, qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre le cursus au Cézanne et comment est-ce que ça t'a façonné dans ta création? Un peu comme Victoire en fait. Ouais, la même envie d'apprendre. Je partais de rien, donc j'y connaissais rien. Je savais même pas composer une image, je savais même pas que ça se faisait. Je voulais vraiment une école pour pas que prendre des cours de dessin, vraiment tout apprendre sur la BD parce que je crois que je me sentais pas trop légitime à me lancer tout seul comme ça. Vous connaissiez pas à l'origine, votre Non. rencontre elle a été initiée par Anne Guéraud. Oui, Anne et nickel. Ça a été déterminant pour la naissance de Braza-sur-Seine. Complètement. J'ai fait ce projet pendant 6 mois où on venait chaque jour. Et en fait, ce qui était bien avec Anne, c'est que moi, elle m'a beaucoup poussé dans mes retranchements. Mais en tout cas, je pense qu'au départ, elle a senti qu'il y avait quelque chose dans ce que je racontais. Chaque séance, moi, j'arrivais en me disant, il faut que je réussisse à la convaincre. Dire que je tiens quelque chose et lui dire qu'en fait, mon univers, il est assez fort pour que ça donne lieu à une BD par mon storyboard, parce que moi je sais pas dessiner, mais j'ai fait des cases très vite. J'avais pas envie d'écrire comme je le fais dans mon travail de journaliste. J'avais pas de dessinateur et je sais pas dessiner et j'avais pas envie d'apprendre. Elle a pensé à Simon qui travaillait sur des projets qui avaient dans le fond à voir avec moi. Apparemment, Michael m'a dit exactement la même chose. Et toi, tu voyais pas le lien, la connexion entre vous deux avant qu'on te le pointe? Ben non. Non, sur le coup, et je l'ai pas vu tout de suite en vrai. Hein. Mais qu'est-ce qui t'a fait sauter dans le train? Parce que c'est vrai que toi, t'as fait la formation pour devenir artiste-auteur complet, c'est-à-dire dessiner et écrire. Donc ça allie les deux. Donc souvent, quand on sort de l'école, il y a cette envie de faire son premier album tout seul, de rentrer. Qu'est-ce que toi, qui t'a convaincu dans l'idée de la collaboration? Sachant qu'en plus, au début, moi je voulais vraiment ça. Et j'étais solo et je voulais absolument pas participer avec quelqu'un d'autre. Ça me semblait, mais c'était hors de question. Montrer oui, alors pardon. Ça, c'est en fait le storyboard que j'ai fait à la fin du goulag. En fait, j'avais ça, quoi. Plusieurs personnes m'ont dit ça. Je vois pas où est ma place. C'est trop complet, il n'y a pas de place pour quelqu'un qui va dessiner. Je me suis dit, mince. Et finalement, toi, tu m'as jamais dit ça. Eh ben non, en fait, si on regarde au tout départ, si on prend la première page de présentation, c'est ça. Oui, c'est exactement la même chose. C'est vrai. Parce qu'au départ, en effet, moi je me suis dit, mais elle a son idée, donc je vais copier son idée. Et je me suis collé à ce que tu pensais toi. Et au fur et à mesure du récit, en fait, moi, c'était pas possible, il a fallu que je prenne ma place. C'est ça. Et après, je me suis émancipé. Pour te faciliter la tâche, j'ai ressorti les dialogues pour qu'en fait, ils puissent se libérer de mes cases. Oui, je t'ai demandé de tout me réécrire. Ouais. Point qui m'a fait me dire, le projet peut m'intéresser, c'est que c'était les propos d'une femme noire, d'une enfant, alors dans les années 80, on n'a pas le même âge, mais je sais pas, ça m'a parlé. Et vraiment, ce truc de récit d'une jeune fille noire, qu'on ne voit pas beaucoup. Je crois qu'on ne voit même pas en BD. Il y a Aya. Quand Marguerite Aboué et Clément Bourrier sont arrivés avec Aya, pour moi, c'était une révolution parce que pour la première fois, on voyait des filles, des femmes noires. Elles étaient belles, elles étaient punchy, elles étaient positives, elles étaient intelligentes. Enfin, Aya, c'est, je sais pas, c'est la fille qu'on a envie d'être. Enfin, moi, c'est la fille que j'ai envie d'être. Moi, mes références, c'est Aya et Mafalda. Okay. Et en fait, j'ai voulu allier les deux. Du coup, des histoires courtes, c'est peut-être Mafalda, mais c'est aussi parce que je suis quand même assez flemmarde. J'ai fait aussi la formation histoire courte et je me suis rendu compte assez vite que d'enchaîner des scénettes, c'est moins compliqué en termes de narration totale et j'allais plus facilement arriver au bout. En tant que journaliste, moi je suis habituée à des formats très très courts. Donc là déjà 6 mois, c'était très long pour moi. Donc je me suis dit que stratégiquement, j'aurais plus de choses à aller au bout en faisant des scénettes.
Et du coup, Petit Poucet, toi, vis-à-vis de cette composition déjà établie, t'as remis en cause la mise en scène. Comment est-ce que toi tu t'es imposé dans le travail? Comment vous avez réfléchi au personnage, par exemple? Par quoi t'as commencé pour concevoir cet album un peu Ça commençait à être loin. Tout de suite, j'ai regardé Aya et Akissi. C'est vrai? Ouais. C'est marrant, ça tu m'as jamais dit. Vu que j'allais dessiner des personnages noirs, il me fallait déjà des représentations. Donc je suis allé vers ça pour voir comment eux faisaient. Il y a eu la question quand même du racisme dans le trait. Je voulais pas être dans quelque chose de trop caricatural et je trouve que Oubrerie, voilà, je le trouve vraiment dans un dessin pas du tout caricatural justement. Donc je me suis tourné vers ça, de toi aussi. Je te disais, je les ai pas retrouvés, c'est dommage parce que j'ai fait des portraits de Victoire et je suis allé de plus en plus donc sur quelque chose de très construit et j'ai synthétisé en fait au fur et à mesure pour trouver Albertine du coup. J'ai beaucoup lu la franco-belge quand j'étais petit, la BD franco-belge, et je crois qu'il y a beaucoup de Samson et Néon. Dans comment c'est fait dans la BD, tu retrouveras des cases notamment dans Emprisonné quand même ou sur la rupture narrative. Quand tu as une double planche, on voyait ça au Cézanne dans les cours, je m'en suis aussi servi, c'est de la couleur et tu as une couleur qui va sortir sur une case pour marquer un propos. Ça peut être un rouge hyper vif, un jaune hyper vif, ça c'est beaucoup le cas dans Samson et Néon, et aussi des pauses de temporalité où les deux personnages se regardent et justement la couleur change sur juste cette case-là. Donc, je vois que vous avez quand même fait évoluer le projet au fur et à mesure de votre rencontre et de toi, d'avoir digéré le projet et de t'en être imprégné. Mais en même temps, tu me dis qu'il y a eu des conseils, des exercices qui sont liés à l'école qui vous ont permis un peu de nourrir votre création. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué particulièrement dans l'enseignement? Je pense que ce qui était assez important pour moi pendant tout le cycle de formation à l'école, c'est qu'en fait, on était plusieurs élèves, on était plusieurs à avoir des projets qu'on voulait aboutir. Pour une bonne part, mes références, elles étaient assez différentes de celles des autres. Par exemple, je me souviens de certains cours, on parlait, les séries commençaient à être hyper en vogue, les séries télé. Moi, je regarde pas de séries. Et en plus, je me suis rendu compte que j'allais continuer à pas en regarder parce que ce qui cultivait mon univers, c'était le fait d'être assez à distance de ça. À la fois, c'était intéressant parce que ça m'a obligée en fait à proposer un environnement qui soit crédible. Et à la fois, je me suis dit, je tiens quand même quelque chose. L'univers que je présente moi, dans la BD, il est pas si courant. Et ça, je m'en suis rendu compte en étant à l'école. Moi, quand j'ai fini Storyboard, Anne, elle a tout relu. Elle a fait des remarques, donc sur l'aspect un peu scénarisation, etc. Je savais qu'en fait, elle était passée derrière et donc que c'était carré. Et du coup, moi, mon travail vraiment, c'était de faire vivre cet univers pour qu'il soit... que des gens qui connaissent pas cet univers le trouvent attirant. Mais comme ça a marché avec elle et qu'elle est hyper rigoureuse, exigeante, etc., je me suis dit, si ça marche avec elle, ça pourra marcher avec un dessinateur ou une dessinatrice et ça pourra marcher avec du public. C'est la rencontre avec l'autre surtout qui t'a nourri en fait. Ce que je préfère dans la vie, c'est rencontrer les gens. Et du coup, que ce soit dans un cadre professionnel, là à l'école ou avec Simon, moi ce que j'aime, c'est rencontrer des gens et les apprivoiser en quelque sorte. Mais ce qui est marrant dedans, c'est que moi je me disais ça au départ et j'ai l'impression qu'en fait, j'ai apprivoisé Simon autant qu'il m'a apprivoisé parce que en fait, Braza-sur-Seine, c'est pas de la fiction. En vrai, c'est du témoignage, c'est mon histoire. J'avais très peur d'en parler parce que j'avais très peur du regard qu'on allait porter sur mon histoire. Et en fait, avec Simon, ça a été très facile parce que j'ai jamais eu de retour désagréable, vexant, et puis j'ai jamais eu de pudeur. Et je sais pas très bien à quoi ça tient, ça je me l'explique toujours pas vraiment à comprendre à quoi ça tient, mais c'est hyper précieux parce que moi, du coup, je dis tout. Et lui, il voit ce qu'il en fait. Et ça, c'est un truc de rencontre. Et ça, c'est quand même génial parce que c'est précieux. Mais c'est un récit qui parle d'abord de toi, c'est tes souvenirs, c'est ce qui a constitué ton enfance. Et en plus, ça s'intègre dans un contexte, donc les années 80, un contexte socio-culturel fort, tes origines et en même temps la vie en banlieue. Tout ce récit, il a été uniquement puisé sur ta vie personnelle ou ça a été des inspirations autres? Alors, le personnage principal, en vrai, c'est moi. Après, pour l'enrichir, il y a des histoires que j'ai reprises de mes frères et sœurs. Bon, j'en ai 9, donc il y avait de la matière. Et aussi de mes enfants. Ok. Visuellement, il n'y a pas beaucoup de... J'ai pas donné de photos et de choses comme ça. Il y a une scène qui est assez importante. Tu vas parler du rond-point avec oui. Et en fait, quand Simon il l'a dessiné, j'ai cru qu'il avait vu l'endroit où moi j'ai vécu. Il était jamais allé à l'époque. Comme ça, quand on nous voit, on a l'air très différents. Mais je pense que dans le fond, on l'est pas tant. Alors, si je devais dire comme ça, qu'est-ce qu'on a de ressemblant, je saurais pas le dire. Mais dans Braza-sur-Seine, c'était évident. Vraiment, c'est le deuxième point qui m'a plu dans la BD, dans Braza-sur-Seine aussi, que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est ce côté, on en a parlé tout de suite, je me rappelle, et très rapidement, c'était sur la vision de la banlieue, enfin de la banlieue. Toi, c'est ce que tu appelles la banlieue. Moi, je suis né en province, donc, mais j'ai grandi en HLM, ce qu'on appelle la cité. Ouais, et cette vision de la cité, on avait la... Moi, j'ai grandi en HLM aussi. On avait cette même volonté de faire autre chose que de ce qu'on voit beaucoup dans le cinéma, le misérabilisme. En fait, j'ai l'impression qu'on voit toujours le même axe et le même prisme. Là-dessus, on s'est retrouvés. Ce qui constitue la cité, c'est que géographiquement, tout se ressemble. Et même si tu vois, toi, tu ancres ce récit dans les années 80, moi, je suis des années 90 et j'ai totalement ressenti ce que tu as voulu raconter et c'est des choses qui m'ont parlé aussi. Donc, ça reste
parce que la banlieue, ça reste intergénérationnel. C'est en ça que moi je me suis inspirée de Mafalda. Elle est préservée de choses qui sont très dures. Donc à la fois elle les voit, mais elle les voit avec quelqu'un qui a 10 ans et qui a une forme de naïveté. Et donc du coup, ouais, il y a le fils de la voisine qui boit de l'alcool à 90. Plus tard, elle comprend elle comprendra ce que ça peut vouloir dire. Mais à ce moment-là, c'est juste ça et c'est comme ça. Et nous, en tant qu'adultes, on interprète les choses. J'avais à cœur de montrer des choses qui sont valables en partie aujourd'hui. Albertine, elle est d'origine congolaise. La nourriture dans les familles congolaises ou même globalement d'origine d'Afrique subsaharienne en France aujourd'hui, ben c'est un peu la même chose. Le coup des papas, des pères qui parlent politique et qui racontent toujours plein de trucs mais qui sont incapables de faire des pâtes et qui en glandent pas une, ben c'est toujours la même chose. Et je voulais qu'il y ait des choses comme ça qui restent fortes et qui dépassent en fait l'époque. Ça a été peut-être compliqué pour toi de justement t'inclure dans une expérience personnelle. Comment t'as fait pour trouver ta place dans un Vu à quel point le récit est personnel, justement, oui, c'est ça. ça. Mais en fait, ça m'a rappelé mon petit frère et moi. Moi, j'ai 5 ans d'écart avec mon petit frère et je me revois dans ce canapé. Et en fait, je me suis réinspiré de cette scène-là que j'avais dans la tête, mais en y intégrant ce truc où il mange. Alors, en effet, parce que moi, culture franco-française, on mangeait pas de chenilles. En effet, mais on mangeait des escargots. Et dans la scène d'après, moi, je suis charentais, la cagouille, on l'a bouffé. Hein. Victor, maintenant que tu vois l'album terminé, est-ce que tu le ressens justement l'empreinte de Petit Pouset dans l'histoire que t'as proposée à la base? Ah bah ouais. Albertine, elle a pris vie quand Petit Pouset l'a dessiné. Et je me souviens, quand on a commencé à travailler sur la couverture, je me souviens très bien, c'était je crois un mois de juin, le jour où tu m'as envoyé la couverture, là j'ai paniqué. Quand t'as pris peur que ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les personnages prenaient vie et en fait, j'ai changé les noms, j'ai pas mis le nom de la ville et tout. Tout le monde, tous les gens qui de pro de loin ont côtoyé ma famille vont aller nous reconnaître. Là, c'était un gros moment de panique, quoi. Parce que là, j'ai compris qu'en fait, les personnages ils étaient vivants et qu'en fait, ça m'avait échappé. Et ça m'a échappé parce qu'en fait, c'est Petit Pouset qui s'en est saisi et qui leur a donné vie. J'ai senti que tu m'as laissé ma place au fur et à mesure, c'est pareil. Hein. Au départ, sur des trucs, la forme des yeux, la forme du nez, t'étais très. Et puis au bout d'un moment, tu m'as dit, mais après tout, est-ce que parce que c'est moi, mais c'est pas moi, donc je te la laisse et tu me l'as laissé. Bah ouais, c'est important que le personnage, en fait, il nous appartient pas. C'était aussi quand même, pour vous deux, un lâcher prise. Bah oui, parce que moi au début, j'avais ce respect-là et j'entendais et je voulais correspondre, je crois, au plus proche de ce qu'elle pensait, mais au bout d'un moment, en fait, dans la création, c'est pas possible. Il aurait fallu que je lui envoie chaque image de chaque trait, Au bout d'un moment, les oreilles un peu décollées, les machins, les trucs, ou même son petit copain. Le seul truc, c'est moi, je voulais qu'il soit roux. Il y a beaucoup de stigmatisation autour de la rousseur, c'est complètement hallucinant. Il y a des tas de préjugés sur les roux que c'est important. Tu m'as dit que t'étais content qu'il soit beau, tu m'as dit, il est vachement plus beau que. C'est tout. C'est un des dessins que je préfère dans toute la BD, où ils sont en forêt. J'ai grandi à côté et ils sont hyper beaux et le décor est très beau. La forêt que j'adore et lui il la magnifie. Donc ça c'est génial. Il y a ces deux histoires-là avec son petit copain, son nom m'échappe. Oui, il s'appelle Étienne, je crois. Étienne, voilà. Donc il y a deux histoires avec Étienne et il y en a une, c'est le jeu de loi, et où graphiquement j'ai choisi une rupture pour marquer rupture avec ce petit ami. Et la deuxième, je me suis dit qu'il fallait une autre rupture, et je sais qu'elle aime beaucoup la forêt, je me suis dit pourquoi pas les intégrer dans un tableau avec un côté... Tu dis toi aussi t'aimes bien la forêt? Oui. Oui, bah, c'est clair qu'on voit que t'as pris du plaisir sur certaines cases, et on pourrait croire en regardant le script de base que tu t'es enfermé, mais pas du tout. C'est ça qui est sympa dans une collaboration, c'est que même par rapport à ce qu'on est soi, à son relationnel, à son émotion, moi je me rends compte que j'ai beaucoup évolué en fait. Moi aussi j'ai beaucoup appris. Je pense que d'être à deux aussi, tout seul, je pense que je sais pas, j'aurais peut-être, ça aurait été différent. Et c'est là qu'on voit que une formation elle est nécessaire parce que c'est pas juste dessiner et c'est raconter avec un langage imagé l'histoire qu'a voulu porter Victor, mais c'est deux choses qui se lient les uns dans la main. Au départ de les dialogues j'étais très bavarde et ça débordait de partout et qu'en fait le dessin il y a des choses qu'on monte par le dessin et on a besoin de l'écrire. Exactement. Il y a des moments, il y avait tellement de textes. Trop de textes. Qu'en fait, j'avais pas de place pour dessiner. Mais moi, dans la vie, je dis tout par les mots. Mais à un moment donné, oui. Les corps, ils parlent, le dessin, il parle, les couleurs, elles parlent, les silences, ils parlent. Oui, mais c'est logique si t'es que dans le texte. Alors que moi, dans le dessin, tout de suite, j'ai voulu jouer avec les silences. Ah ouais. Et en effet, en même temps, on retirait... ça apporte une poésie de l'image que des mots ne pourront pas donner. Ah bah ouais. Vous allez donc travailler sur un nouveau projet tous les deux, qui serait donc pas vraiment la quantité du monde Albertine, mais une version plus mature du personnage. La fiction c'est bien, mais aujourd'hui c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc ce sont toujours des personnages qui sont inspirés de moi. C'est une façon de raconter, en étant sûr d'être juste, c'est quoi un parcours d'immigration en France. Le nouveau projet, c'est le parcours de vie d'une jeune femme d'origine africaine à Paris, sur 30 ans, et en fait sur fond de chassés-croisés amoureux, comment aussi son parcours de vie est marqué par
ce qui se passe à Paris en 30 ans. Et entrecoupé de, je sais pas si tu l'as dit, des coupures presse. Dans chaque chapitre, il y a un moment fort de l'actualité française. Finalement, ça ancre le récit d'une vie dans un récit vraiment avec une temporalité réelle et dans le récit d'une France avec ses enjeux politiques. Exactement, tu le dis mieux que moi. Est-ce que là, par rapport à votre première collaboration, la Petite Pousette a pris plus de place dans le récit? Comment ça s'est composé cette fois-ci? Est-ce que vous avez appris de cette première collaboration? Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Je me permets jamais d'intervenir dans ce qu'elle raconte. On va être sur la mise en scène, sur alors les oui, choix là par contre, je trouve que qu'il y a moins de... je fais pas de storyboard. Alors déjà. C'est toi qui fais le storyboard, moi, Petite Pousette. J'envoie le dialogue. Super. Elle m'envoie juste le dialogue, et puis même, je pense que tu as une espèce de distance sur les personnages, et que c'est plus facile maintenant. L'époque, elle a changé. De liberté. Et par exemple, les images de femmes noires, maintenant, il y en a dans les médias. Ce qui est aussi différent, c'est qu'en fait, on se connaît bien maintenant. Déjà. Ouais, je trouve ça plus fluide aussi. Oui, puis là, graphiquement, ça n'a rien à voir aussi. Ouais. Il y a les coupures presse. En fait, les coupures presse, je fais le choix de les reproduire. On a eu l'accord de principe de Libé, qui nous a dit OK, voilà, elle m'a filé les coupures presse, mais du coup, ça rentre dans une charte graphique complètement différente. Ouais, c'est vrai. C'est, encore une fois, de choisir un axe. Il y a un truc presse, enfin, il y a un posé, même dans la typo, un truc dans les presse. Couleurs, Mais c'est passé combien de temps entre la réalisation de Braza sur scène et là, la création de cet album? Eh ben 2 ans, ouais. 2 ans. Avant qu'on travaille sur le dossier, j'ai lu mes cours. On a envoyé le dossier à Anne. On a eu un premier retour que je me suis à peu près comme un coup de massue sur la tête. Cet accompagnement, il est nécessaire parce qu'en fait, quand on est dedans, en fait, on est tellement dedans qu'il y a des choses dont on n'a pas le recul. Ouais. Et ça, c'est un problème en fait. Ah, complètement. On n'a pas le recul. Il faut un regard extérieur, ça marche on n'a pas le recul. On s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'on voulait mettre dans la BD, mais qu'on ne disait pas dans le dossier. Toi comme moi, ça nous a surpris. On s'est dit, mais pourquoi elle voit ça? Pourquoi elle pense ça? Comment c'est possible? Parce qu'on pense être clair en fait, mais peut-être qu'il y a des moments où on ne l'est pas suffisamment, c'est même sûr, parce qu'on a trop la tête dedans et qu'on s'en parle trop et qu'on va trop loin dans ce que quelqu'un par contre reçoit. Justement, un dossier d'éditeur, il a que si c'est 8 pages, il a que ses 8 pages. Ça qui est bien aussi à Cézanne au départ, c'est vraiment cette notion de groupe et puis de l'équipe pédagogique qui fait que, comme tu dis, t'envoies des planches et sur un projet. Oui, il y a une énergie commune. Ouais, et ça va beaucoup plus. C'est moins là, ça va beaucoup plus vite. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à nos étudiants ou à nos futurs étudiants? Moi, un conseil que je donnerais quand même, c'est que c'est quand même bien de faire une formation. Après, moi, je travaillais à côté, donc je faisais les cours du soir. J'avais des enfants petits, mais comme j'habitais pas loin, ça a pu rentrer. Parce qu'en fait, d'abord, ce qui est bien, c'est qu'on va à l'école, mais c'est ludique, parce que s'amuser à faire des cases, à parler de BD, quand on aime la BD, c'est génial. Donc, il y a des techniques qu'on apprend, il y a pas perdre ses personnages en cours de route, en fait, on apprend plein de choses. Je pense que j'aurais pas réussi sans avoir la formation, quoi. Allier une formation et continuer à plonger dans la BD, en fait... je trouve que c'est une bonne façon d'avancer, quoi. Après, le seul conseil que je peux dire, c'est on l'a pas mal donné au Cézanne, et je crois qu'en première année, ça a été un des premiers conseils de Michael. Dessiner un peu tout le temps, tous les jours, et beaucoup. Faire est toujours mieux que de ne pas faire. Moi, ça m'a débloqué tellement de choses, et même post-Cézanne, j'ai trouvé les 3 ans au Cézanne super importants, et ça, vraiment, ça forge aussi, je trouve, justement, une manière d'appréhender, de faire et de créer. Justement. Sans, je pense que ça aurait été plus compliqué. À la fin de la 3e année, mais même tous les profs, toute l'équipe pédagogique c'était unanime, ils me l'ont tous dit, ils sentaient que quelque chose était en train de se produire, mais que c'était pas encore là. Et ils m'ont dit, en effet, de ne pas lâcher. On nous a présenté, il y a eu peut-être aussi quelque chose d'un peu gentil de la part de Michael et Anne de nous présenter dans le sens, ça va peut-être lui permettre à Simon de pas lâcher, de continuer. Je pense que la rencontre n'est pas le fruit du hasard, ils vous ont cerné assez. Ouais, c'est rigolo ça. Savoir ce que vous avez besoin l'un l'autre. J'en suis sûr, mais je suis sûr qu'il y a de ça. En tout cas, ils ont eu du flair. Et, parce que vous le sentiez pas vous à la base, et au final, c'est une super rencontre. Oui, complètement. C'était une très belle rencontre qui a mené à de très beaux projets, et je vous souhaite plein de BD pour la suite. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour suivre les aventures d'Albertine et de la prochaine héroïne qui s'appelle. Elle s'appelle Éponine. Et d'Éponine, très bientôt on l'espère, et puis sinon on passera aussi sur le Cézanne. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.